À la une, la conjonctivite gagne du terrain dans le territoire, une épidémie qui s'étend depuis plusieurs semaines. L'absence de traitement de cette infection de l'œil rend le virus particulièrement contagieux. Les pharmaciens sont en première ligne face aux vagues de nouveaux cas. Reportage à suivre. Les choses n'avancent pas dans le conflit de la Somarigue. Les salariés ont cessé le travail et bloquent l'activité du port de Dégradé-Cannes depuis vendredi. Aujourd'hui, les négociations sont entamées avec la direction. Parmi les revendications, une augmentation de salaire attendue depuis plusieurs années. Puis les bouteilles de gaz restent rares depuis le mouvement social de Guyane. À chaque livraison au point de vente, elle s'arrache comme des petits pains. Un bien précieux qui devrait à nouveau être accessible à tous prochainement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous faites peut-être partie des quelques Guyanais affectés par la bactérie. Depuis 3 semaines, une épidémie de conjonctivite progresse dans le territoire. Aussi rapide que redoutable, vous le savez, cette infection de l'œil se transmet aisément d'une personne à l'autre, notamment si aucun traitement n'est administré. Ainsi, les pharmaciens ont reçu de nombreux cas au cours des derniers jours. Précision avec Charlotte Fleury. Depuis 3 semaines, une épidémie de conjonctivite s'est répandue sur le territoire. Cette pharmacie, comme beaucoup dans Cayenne, est confrontée à de nombreux cas de cette infection de l'œil, dérangeante, mais qui ne nécessite en général pas de traitement d'urgence. Depuis 2 semaines, matin, après-midi, il y a du monde qui vient pour traiter leur conjonctivite. Alors, il y a tellement de monde que pas mal de produits sont en rupture pour le traitement, surtout au niveau antibiotique et antiviral, parce que la conjonctivite peut être soit bactérienne, soit virale. Alors cette rupture est due aux mouvements sociaux qu'il y a eu ces derniers mois. Du coup, le stock tampon chez les grossistes ont été consommés pendant la période de grève. Et le temps, les navires qui sont partis, qui n'ont pas pu accoster, et là, le mouvement qui continue au niveau du port font que les ruptures continuent. La conjonctivite est une infection manuportée, c'est-à-dire qu'on est contaminé par un agent bactérien, notamment en se frottant les yeux. Alors la première recommandation, c'est le lavage des mains, donc l'hygiène des mains. Ensuite, les recommandations pour le traitement, c'est des lavages oculaires 4 à 6 fois par jour et traitement avec un collier antiseptique qui sont disponibles depuis hier et aujourd'hui en pharmacie, parce que je crois que les grossistes ont reçu le nécessaire aujourd'hui, donc ils seront disponibles. Une telle épidémie de conjonctivite est assez rare. C'est la première fois que ce jeune pharmacien en vit une d'une telle ampleur. Ça, je pense qu'aussi que c'est dû au fait que les personnes qu'on ne peut pas traiter immédiatement ou à cause des ruptures, ce temps on ne peut pas les traiter, c'est le temps où ils contaminent d'autres personnes. Donc là, il y a une espèce de cercle qui n'est pas encore enrayé, mais bon, ça va bien se passer. Très contagieuse, il est recommandé de la soigner rapidement afin de ne pas contaminer son entourage. Je vous le disais hier, plusieurs containers sont toujours coincés à quai depuis vendredi dernier et 2 navires ont déjà dû rebrousser chemin. Le conflit social se poursuit au sein de la principale société de manutention du port de Dégradé-Cannes, la Somarigue. Les manutentionnaires réclament des augmentations de salaire et se mobilisent pour faire pression sur les négociations annuelles obligatoires. Elles sont entamées aujourd'hui, mais pour le moment, aucune sortie de crise en vue, une situation qui empêcherait le travail des dockers et paralyse l'activité de la plateforme. On écoute un représentant des salariés au micro de Jonathan Lariot. De notre côté, par rapport à ce que nous proposait, que ça n'allait pas à notre sens des salariés, quoi. Donc, du coup, on a posé notre cahier de revendication pour en avoir, et puis on a pu commencer ce matin. Donc, on est en manque effectif de notre côté, quoi, par rapport au boulot, ce qu'on en a, quoi. Oui, on a juste un petit avancé, mais c'est pas comme ça, donc on doit se revoir en cours de la journée. De notre côté, comme on est resté chez nous, on n'a pas bouclé ni l'axe portuaire, ni la voie publique, donc vu que ça se trouve de notre côté, le pourcentage des engins qui se trouvent sur le port, donc on a gardé notre engin de notre côté. Là, au niveau de la manutention de notre côté, c'est de notre côté pour nous, notre conteneur. Bon, ça ne bouge pas, ce sont les conteneurs qui doivent acheminer, à sortir. C'est les autres compagnies qui doivent faire sortir leurs marchandises, mais pas les nôtres. Dans l'actualité également, ce revirement de situation pour le moins surprenant. Vous le savez, un récent courrier parvenu à la FCPE Guyane et signé par la présidence nationale de la fédération plaçait une nouvelle fois Christian Portos comme seul représentant local de la structure. Seulement la présidente indique aujourd'hui ne pas être à l'origine de cette lettre. Des démarches seront donc enclenchées pour établir la vérité et c'est donc bien Aïssatou Chambaud qui reste pour le moment à la tête de la FCPE Guyane. On l'écoute au micro de Charlotte Fleury.
Nous nous inscrivons en faux quant à ce courrier qui émanerait du national et qui circule sur les réseaux sociaux depuis la semaine dernière, parce qu'il y a une décision de justice qui a été rendue le 24 mars 2017 par le président du TGI et qui déboute les demandeurs de toutes leurs prétentions, donc qui déboute M. Porthos de sa demande de faire annuler mon élection. Dans la mesure où j'ai été élu de façon démocratique et de façon régulière, puisque mon élection a été suivie par Maître Boudard, qui avait été diligenté par l'ancien président et qui a constaté la régularité de l'élection du 14 décembre 2014. Donc je vous confirme que je suis bien la présidente de la FCPE Guyane et confirmée par cette ordonnance du tribunal qui déboute et qui condamne M. Porthos à me remettre les documents administratifs et surtout financiers de l'association. L'ordonnance lui a été signifiée par voie d'huissier. Il fait comme d'habitude depuis l'année dernière, lettre morte. Donc il y a une astreinte qui a commencé à courir la semaine dernière et qui va durer 3 mois. Et après ces 3 mois, bien, charge au juge de recontacter M. Porthos. On a conscience que ce courrier jette à nouveau le trouble au niveau de la population, mais il y a une équipe qui est au travail depuis le mois de décembre. À côté, il y a un individu qui cherche à garder un titre ou une présidence et on ne sait pas pourquoi. On se demande pourquoi l'attaché parlementaire du député maire de Matoury s'accroche à un poste alors que pour être à la FCPE et d'autant plus pour être président, il faut avoir un enfant scolarisé et il ne faut pas être à côté d'un élu ou être soi-même élu. De l'île de Cayenne jusque dans l'ouest guyanais, les bouteilles de gaz viennent encore à manquer dans les différents points de vente. Les livraisons particulièrement perturbées durant le mouvement social reprennent lentement leur cours et à chaque réapprovisionnement, les stocks sont dévalisés. Il faudra donc encore s'armer de patience. Tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici le mois prochain. Le point avec Natacha Maltaverne. De nombreux consommateurs recherchent désespérément des bouteilles bleues ou rouges. Mais que l'on se rassure, il n'y a pas de pénurie de gaz en Guyane. À la Sarah, seul site de la région où l'on remplit les bouteilles et où on les stocke, on assure que l'activité est tout à fait normale. Nous avons des stocks suffisants qui couvrent un certain nombre de jours, alors un minimum même de 72 jours. Donc la situation est complètement normale au niveau du gaz en Guyane. Alors même pendant le mouvement social, nous avons continué à recevoir des navires donc pour nous réapprovisionner en gaz. Et donc notre niveau de gaz a été constant, d'autant plus qu'on n'a pas sorti beaucoup de bouteilles de gaz pendant cette période-là. Au total, on sort selon les jours entre 1200 et 1500 bouteilles à peu près. Ce qui fait un total global pour l'année d'à peu près de plus de 300 000, 360 000 à peu près. Le problème est que les distributeurs n'ont pas pu ravitailler normalement les points de vente durant le conflit en raison des barrages. C'est surtout le cas pour l'Est, Kourou et l'Ouest. Depuis la fin du mouvement, les livraisons s'effectuent normalement, mais la situation est toujours tendue. En raison des réglementations, les rotations ne peuvent pas être multipliées, d'où l'absence encore de gaz dans de nombreux points de vente. Ce matin encore, des consommateurs tentaient de se ravitailler en vain directement à la source. C'est venu de Kourou pour acheter du gaz, mais je n'avais pas de gaz. Ça fait combien de temps que vous cherchez du gaz? Ça fait un mois déjà. Ça fait plusieurs fois que je viens pour avoir du gaz pour les clients parce que là, qui n'ont pas de gaz. Eh bien, j'ai pu récupérer seulement 30 bouteilles, c'est tout. Avec la population de Mapasoula, il faut au moins 200 à 300 bouteilles, plus que ça. Et vous les acheminez comment là-bas? Eh bien, par canot. Le canotier est venu 2 fois pour m'aider à transporter pour les habitants, mais il n'y a rien jusqu'à présent. Je ne sais pas comment on fait. Je suis comme tout le monde, comme la majorité des gens. Je cherche du gaz. Ça fait un moment déjà. Et apparemment, il m'a dit le monsieur que ça va arriver vers 11h. Et là, je vais repasser, on verra bien. Ce distributeur n'ouvre plus aux particuliers, seulement aux professionnels. Si c'était le cas pendant le mouvement, des bagarres l'ont obligé à fermer ses portes. Le retour à la normale devrait s'effectuer à la fin du mois ou début juin. En Martinique, quelques conseils de bonne conduite et des rappels au code de la route. Une série d'ateliers sécurité routière était proposée dimanche soir par les forces de l'ordre à Fort-de-France. Une vaste opération qui a mis l'accent sur la sécurité des 2 roues les plus vulnérables sur les routes. Anaïs Gall a suivi l'événement. Une concentration digne des grands jours d'examen. Je vais en face. Ce cycliste est prioritaire.
Pourtant, ces élèves-là ont déjà tous leur permis en poche. Cédric pratique la moto depuis 25 ans, alors cette session de code est un bon moyen de se rafraîchir la mémoire. Avec le refondement du code de la route, comme on vient de voir sur le questionnaire, on a un grand lac par rapport à ce qu'on a appris il y a 20 ans en arrière. Et on peut voir qu'on est en manque. On devrait avoir des remises à niveau. Après l'atelier code de la route, c'est présentation du matériel, comme ce radar mobile indétectable en plein jour. De jour, la personne ne sait pas qu'elle a été prise. Yuri et Marvin font partie d'un club de moto lamantinois. Ils savent bien que la discipline n'est pas sans risque. Beaucoup de jeunes roulent de manière dangereuse. Avec le rallye moto, on apprend de certaines choses qui nous mettent en sécurité, quoi. Personnellement, vous portez un casque tout le temps? Oui, tout le temps, toujours. Pendant qu'un groupe de motards sillonne la Martinique, à quelques kilomètres de là, d'autres écoutent les conseils de l'adjudant Galinier pour maîtriser sa trajectoire. Une bonne position sur la moto va déterminer une aisance du pilote avec sa machine, qui va faire corps avec sa machine, et qui va lui permettre en fait de pouvoir effectuer une bonne trajectoire de sécurité, notamment en pouvant regarder le plus correctement possible, lire sa trajectoire. Enfin, place à la pratique. Derrière chaque motard, un gendarme observe pour un suivi personnalisé. Avec cette opération, l'escadron départemental de sécurité routière souhaite toucher une population particulièrement vulnérable. Sur notre île, les deux roues sont souvent impliqués dans des accidents graves. Une chute à 30 ou 40 km/h seulement, sans le casque, et tout de suite on peut avoir des dégâts irréversibles et la mort. Donc le non-port du casque, vous avez souligné, c'est très important. Mais il y a la tenue complète du motard, et puis après il y a le respect du code de la route, c'est-à-dire les fautes de comportement. Le motard étant plus vulnérable que les autres usagers de la route, doit adopter un comportement qui est encore plus vertueux, que ce soit au niveau des règles de priorité, mais que ce soit également au niveau de la vitesse, et encore plus les conduites addictives, alcool et stupéfiants. Depuis le début de l'année, on dénombre déjà 27 accidents de la route chez les motards, dont 2 ont été mortels. Tout autre chose à présent, perché sur la célèbre pointe des Châteaux à Saint-François en Guadeloupe, la Case au Trésor est un lieu hors du temps qui réunit une vingtaine d'artisans. Ils fabriquent des objets en tout genre, des tableaux, des lampes ou encore de la maroquinerie, le tout sous l'œil attentif des visiteurs avant de leur vendre ces produits d'exception, une sorte de caverne d'Ali Baba 100% locale que nous font découvrir Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. À l'instar de la caverne d'Ali Baba, la Guadeloupe a sa Case au Trésor, un espace de 450 mètres carrés qui regroupe des artistes plasticiens et des artisans d'art, des créations 100% locales, un concept imaginé par les frères Départ comme un atelier géant qui met en scène une vingtaine d'artisans qui fabriquent, réalisent et créent sur place et une trentaine qui déposent leur production pour être vendue. Chacun vient quand il veut et quand il peut. Ils travaillent sur place et ils vendent leurs produits eux-mêmes. Voilà. Et dans le dépôt, là c'est moi qui gère. Et les artisans fabriquent sur place devant les gens. J'ai la pointe des Châteaux, il y a beaucoup de monde. En plus on a la chance d'avoir un parking privé. Donc tout le monde vient là. Et 7 jours sur 7, même les jours fériés on est ouvert tout le temps. Il y en a pour tous les goûts, à tous les budgets et surtout tous les budgets aussi. Et les produits, la plupart du temps, sont personnalisables par les artisans comme ils travaillent sur place. Alors, il suffit de s'y prendre un petit peu à l'avance. Marie Cohard, designer et spécialiste en vannerie, a beaucoup cherché un lieu où s'épanouir. La Case au Trésor se révèle idéale pour créer avec amour et partager avec ses collègues. Joss, artiste peintre arrivé en octobre 2016 à la Case au Trésor, en est ravi. J'ai déjà été à certains endroits et il n'y en a aucun qui vaut ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, les artisans s'adorent et se respectent. Et on s'entraide beaucoup. Lorsqu'on produit quelque chose, lorsqu'on crée quelque chose, un produit, nouveau produit, on en parle ensemble, entre nous, on voit ce qui va pas, comment on peut améliorer. Et voilà, c'est dans un bon esprit qu'on travaille tous ensemble. Par exemple, lorsqu'un artisan n'est pas présent à son stand, celui qui est à côté vend pour lui. Une production 100% locale, des matières comme le coco, le latanier, le bambou, la calebasse, le bois trempé ou encore les graines. Tout cela transformé en œuvres d'art uniques et personnalisées sur demande. Donc, je fais des paniers, de la déco intérieure, de la déco florale, des bijoux
et du canage aussi, donc les fonds de chaises et les fonds de fauteuils. Je travaille notamment un produit, étui à lunettes, avec Madras et compagnie, qui est une personne qui crée à côté de moi du Madras, et nous créons des étuis à lunettes. Elle les fabrique et moi je les peins. La structure va bientôt fêter son premier anniversaire et espère augmenter sa fréquentation d'ici là. N'hésitez pas à vous y rendre pour échanger et acheter. La semaine nationale du refuge a démarré hier et trouvera son point d'orgue demain avec la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Pour l'occasion, l'association d'aide aux LGBT se mobilise partout en France avec un objectif, tenter de mettre un terme à l'homophobie et ses conséquences dramatiques dans la vie des victimes. L'antenne guyanaise de l'association prévoit demain une intervention auprès des jeunes du lycée Melchior-Gary entre midi et 13h. On écoute le représentant local du refuge interrogé par Jonathan Lariot. L'homophobie existe toujours, il y a des personnes qui ont l'impression que ça n'existe plus, mais l'homophobie est toujours présente, elle est même de plus en plus présente et elle se banalise. Donc il est important de communiquer justement sur ce sujet, de sensibiliser les personnes. On peut voir notamment en Tchétchénie en ce moment le massacre des homosexuels qui se déroule par le biais du président directement de Tchétchénie, qui font des rafles auprès des homosexuels, qui demandent aux parents de tuer leurs enfants homosexuels, etc. Donc c'est vraiment important de communiquer sur ça. On a déjà des témoignages qui sont très difficiles, que ce soit de jeunes ou de personnes plus âgées, puisqu'on peut constater qu'en Guyane, la plupart des homosexuels se cachent, vivent leur homosexualité cachée, donc soit ils font leur vie, que ce soit en métropole, certaines préfèrent partir en métropole pour vivre leur homosexualité, ou d'autres mènent une double vie aussi. Les jeunes, on a tendance à croire qu'ils sont de plus en plus ouverts. Alors effectivement, il y en a qui sont plus ouverts, il y en a qui sont encore plus renfermés, hein. Il y a les extrêmes, comme pour tous les sujets, mais effectivement c'est très très difficile. On fait des interventions, on a fait de très très bonnes interventions qui sont très intéressantes, mais on s'aperçoit qu'effectivement il y a toujours un gros problème d'homophobie chez les jeunes, que ce soit dû à la religion, tout simplement à l'éducation, à la perception qu'ils ont justement de ce sujet, aux clichés qu'ils ont en tête aussi d'un homosexuel. Donc il y a tout ça justement à démonter. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir, avec d'abord la conjonctivite qui gagne du terrain dans le territoire, une épidémie qui s'étend depuis plusieurs semaines. L'absence de traitement de cette infection de l'œil rend le virus particulièrement contagieux. Les pharmacies sont en première ligne face aux vagues de nouveaux cas. Les choses n'avancent pas dans le conflit de la Somarigue. Les salariés ont cessé le travail et bloquent l'activité du port de Dégradé-Cannes depuis vendredi. Aujourd'hui, les négociations sont entamées avec la direction. Parmi les revendications, une augmentation de salaire attendue depuis plusieurs années. Et puis les bouteilles de gaz restent rares depuis le mouvement social de Guyane. À chaque livraison au point de vente, elles s'arrachent comme des petits pains. Un bien précieux qui devrait à nouveau être accessible à tous très prochainement. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le 20h de TF1. Ce sera bien sûr juste après la météo. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.